Je remercie naturellement Alain Weifels pour cet honneur qui m'a fait de m'inviter à parler dans cette vénérable institution qui nous accompagne depuis presque un demi-millénaire et qui a marqué justement en Europe, et pas seulement en France, les avancements de la culture en général et de la place du droit à l'intérieur de la culture littéraire et scientifique. Je voudrais vous proposer une histoire de complexité. Une histoire qui essaie de montrer quelle est la particulière historicité du fait juridique, du droit. Une historicité qui, je crois, est partagée avec d'autres savoirs, mais qui, dans le cas du droit, peut-être explique plus clairement une duplicité qu'il faut souligner. D'un côté, le droit a une histoire seulement si on le situe dans une contingence historique, dans les tensions, dans les questionnements culturels, dans les avancements économiques, dans les situations politiques. C'est dans ces contextes qu'on arrive à comprendre l'historicité véritable du droit, sa présence dans l'histoire. Et d'autre côté, le droit se détache de cette présence contingente parce que la création des institutions juridiques et des interprétations doctrinales résiste au temps, dépasse la contingence dans laquelle une institution a été créée pour s'offrir au siècle et même dans un espace temporel de très longue durée. Donc, les outils des juristes qui sont créés à cause d'une contingence historique s'offrent au fil des siècles à d'autres juristes qui peuvent les utiliser dans toute autre contingence historique. Et l'essence politique, économique, social des outils juridiques, des concepts juridiques, n'est pas toujours le même. Il a une signification historique au moment de sa naissance et il la change, même il peut la renverser dans d'autres contextes. L'exemple que je voudrais vous proposer, c'est peut-être le plus connu de l'histoire des dogmes juridiques pendant l'Ancien Régime. Et c'est le cas du duplex dominium, c'est-à-dire du partage de la propriété en deux, qui se met en place du point de vue théorique déjà au XIIe siècle, donc dans le premier siècle d'histoire de la doctrine juridique. Et ce dédoublement de la propriété est bien connu aux spécialistes et est connu même aux non-spécialistes. Il s'agit naturellement de conférer différentes sortes de propriétés dans le cas qui était extrêmement répandu au Moyen-Âge et pendant l'Ancien Régime, de concessions assez fortes de biens. Par concession assez forte, je me réfère naturellement au fief en premier lieu, mais aussi aux concessions de nature ecclésiastique comme la précarie, le livellus, et aussi d'autres formes de location à très longtemps. Donc, le seigneur qui confie la chose en garde une forme de propriété qui a pris le nom, à partir de la fin du XIIe siècle, de dominium directum. Le vassal qui la reçoit exerce par contre en dominium utile.
C'est une institution juridique, une façon de penser les relations entre les hommes et les choses qui a attiré depuis toujours l'attention des historiens du droit. On pourrait dire que dès les débuts du XIXe siècle, lorsque l'histoire du droit prend sa forme, qui plus ou moins garde jusqu'à aujourd'hui, la question de la propriété est une question centrale, avec la question de la possession qui est aussi centrale et qui forme l'objet du premier travail de Savigny, comme tout le monde le sait, en 1803, qui porte exactement sur le problème de la possession. Au fil du XIXe siècle, la doctrine des historiens du droit continue de s'exercer sur le thème de cette forme d'ancien régime de propriété qui semblait être une distorsion de la vision unitaire typique du droit romain. Et donc, d'un côté, le thème du duplex dominium a attiré l'attention des historiens, justement parce que c'est l'expression de la créativité d'une doctrine juridique qui se met en place au Moyen-Âge et qui résiste jusqu'à la veille de la Révolution française et à la veille du succès de l'école historique en Allemagne. Aussi, la question de la propriété au XIXe siècle, le siècle de l'école historique, est une question sensible du point de vue politique parce que le duplex dominium, exactement cet objet créé par la doctrine, avait été aboli à la Révolution française et semblait, son abolition se présentait comme la condition du développement économique de la société bourgeoise. Donc voilà l'intérêt des historiens du droit. Quelles sont les questions que les historiens du droit se posent au XIXe siècle, mais aussi au XXe? La grande question, c'est les origines. Il se pose un problème d'origine, plus qu'un problème de fonction sociale et politique. Comment ça se fait que les glossateurs et après les autres juristes, pour des siècles, ont adopté cette distinction entre dominium directum et dominium utile contre certains passages très clairs du digeste qui disent qu'une propriété solidale ne peut pas exister. Les solutions qui se proposent au XIXe siècle sont principalement deux. L'une, tout interne à la logique des textes de la compilation de Justinien. Quelques historiens du droit proposent la solution à ce problème d'origine seulement en regardant les montages effectués à l'intérieur de la compilation de Justinien par les glossateurs, qui montrent des passages différents pour montrer que certains types de concessions, on parle surtout de droit réel très fort sur la chose d'autrui en droit romain, ne confèrent pas seulement un droit sur la chose exactement d'autrui, mais aussi une forme de propriété sur cette chose. Et toute une autre vague de l'historiographie juridique du XIXe siècle, qui est plus influencée par le romantisme, je dirais, propose de rechercher ses origines dans un grand fait, non pas social, mais juridique, c'est-à-dire l'affrontement entre deux grands systèmes de droit qui, à la suite de cette vision romantique, sont conçus comme s'affronter en Europe à la suite des invasions barbares. Donc, détournement du vocabulaire juridique romain pour lui faire dire ce que, en effet, il ne pourrait pas dire, c'est-à-dire qu'il y a deux types de propriétés sur la même chose. Cette violence faite au droit romain par les premiers glossateurs et ensuite gardée par des générations de juristes ne serait autre chose que le reflet de l'influence sur la société d'un droit germanique qui, lui,
il voit très bien une propriété solidale. Et pour le droit germanique, par contre, dans la vision de ces historiens du droit, c'est exactement l'existence simultanée des différentes propriétés sur la même chose qui forme le centre, le cœur d'un système de droit privé importé par les barbares en Europe. Au XXe siècle, la discussion ne s'arrête pas et continue avec des dizaines d'ouvrages. Je vais seulement mentionner 3 grandes étapes et 3 grands moments de la recherche tout au long du siècle passé. Ça s'ouvre avec un très important article d'un historien du droit français, Édouard Meynal, dont les mélanges en l'honneur de Hermann Fitting. Donc c'est un travail fait par un Français dans un cadre fort européen et avec des fortes connexions avec l'historiographie allemande. Et en effet, en 1908, Meynal, à la suite d'un travail assez fouillé sur les sources, parvient à confirmer l'interprétation des juristes liés à cette idée du droit germanique. C'est-à-dire que l'expression inventée par les glossateurs, dominium utile, c'est le reflet d'une institution germanique habillée par des mots romains. Après la moitié du siècle, dans un ouvrage de 1968 et après dans beaucoup d'autres travaux qui se poursuivent jusqu'à la fin du siècle, Paolo Grossi, en Italie, reprend la question d'une façon très large, ne s'arrêtant pas au Moyen-Âge, mais continuant jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, pour reformuler cette interprétation d'une façon plus moderne. Ce n'est pas le droit germanique qui influence le droit romain. Il ne se pose même pas la question de l'existence ou pas du droit germanique, qui avait été posée par contre en Italie quelques années avant par Francesco Calasso, qui était très douteux face à cet affrontement de 2 droits qui avait été présenté par l'historiographie juridique allemande et aussi italienne jusqu'à la moitié du siècle. Mais je dirais que la vision de Grossi est tout à fait plongée dans l'historiographie sociale du XXe siècle lorsqu'il parle d'une mentalité. Une mentalité créée par le bas de la société médiévale qui cherche une validité dans les constructions dogmatiques de l'école juridique. Et voilà donc que l'invention du domaine utile, c'est le reflet plutôt d'une mentalité que d'un système juridique autre, comme serait le système du droit germanique. Les travaux de Robert Feenstra, à partir de 1971 jusqu'à la fin du siècle, ont un caractère plutôt philologique, parce que le travail de recherche sur les sources est extrêmement poussé, extrêmement fiable, extrêmement pointu, et arrive à la conclusion, je dirais désormais absolument certaine, que celui qui avait utilisé le premier l'expression dominium utile, et donc avait proposé cette division du domaine en 2, c'est un glossateur particulier, qui est Pilius de Medicina, qu'il avait adopté dans sa collection de glosses dans les marges des libri feudalorum, du droit féodal. Alors voilà qu'il faut porter un peu notre attention sur ce personnage. Voilà, on rentre un peu dans la contingence. Si c'est vrai que c'est Pilius qui est le premier qui a fait cette rénovation du vocabulaire juridique, alors il faut concentrer un peu l'attention sur le personnage duquel on sait assez, parce que c'était assez bavard, et donc il avait disséminé quelques notations autobiographiques dans ses ouvrages. Donc,
Bon, assez bavard, c'est peut-être un peu trop, parce qu'il s'agit de 3 ou 4 passages, c'est pas beaucoup, mais beaucoup plus que d'autres glossateurs. Il est probablement né vers 1945-50, seulement une date hypothétique. Il devient professeur à Bologne en 1977, toujours plus ou moins, hein, à partir, on fait les calculs à partir de ce qu'on sait. Et, ça c'est un peu plus sûr, vers 1980, il nous raconte d'avoir reçu l'invitation de la commune de Modène, qui l'invite à se transférer, à déménager de Bologne à Modène pour fonder une nouvelle université. Donc il déménage aux années 80, parce qu'en 81, on trouve le premier document à Modène avec son nom. Donc il était déjà là. À Modène, il n'y avait pas de tradition de l'enseignement, donc Pilius a la possibilité de proposer des innovations majeures dans l'enseignement du droit romain, du droit savant. Et la première nouveauté, c'est assez révolutionnaire pour la mentalité des glossateurs, c'est de proposer comme texte de base pour l'enseignement scolastique, non pas les lois sacrées de Justinien, mais un recueil de coutumes féodales qui, par la plus grande partie, n'étaient même pas composées par des lois. C'était des traités qui expliquaient comment on administrait le fief à Milan vers la moitié du XIIe siècle, écrit par un juge. Donc c'est une opération assez importante, parce qu'on fait une sorte de promotion d'un texte qui n'est pas législatif au même niveau de le plus législatif des textes, c'est-à-dire du code, du digeste et des institutions des nouvelles de Justinien. L'opération typiquement scolastique, c'est d'expliquer le contenu juridique de ces textes à travers la mobilisation des passages du droit romain qui peuvent être utilisés pour expliquer juridiquement, donc pour construire des institutions juridiques à l'appui du texte des coutumes féodales. Donc le raisonnement de Pilius pour faire naître le domaine utile, le dominum utile, c'est justement pour expliquer un passage qui parle de la investitura. En français, on dirait le saisine. Qu'est-ce que c'est une investitura? Quels sont, du point de vue juridique, quels sont les effets juridiques d'une investitura? Ce n'est naturellement pas une vente, mais est appelé par les passages des Liber Feodorum comme alienatio, une forme d'aliénation. Alors voilà que le droit romain, dans certains passages, explique qu'est-ce que c'est une aliénation. Une aliénation, c'est un transfert de dominium. Voilà donc qu'il faut s'adapter pour interpréter ce passage pour dire qu'avec une investitura, on transfère une partie du dominium, on transfère un dominium. Et comme le vassal qui a été investi est protégé par une action tout à fait similaire à l'action du propriétaire, Pilius considère que cette action doit être appelée une action utilis. Et par conséquent, il dit, voilà que ce dominium qu'on transfère à cause du fait que l'investitura est une aliénation, est un dominium, et on peut l'appeler utile. Voilà le montage fait par Pilius. Et maintenant, le contexte. Modène, qui s'était offert de payer un salaire à Pilius, et c'est la première attestation du paiement public d'un salaire à un professeur,
Modène qui s'était aussi offerte, nous raconte Pilius lui-même, de payer les dettes que Pilius avait amassées à Bologne, et qui lui permet aussi de rester quelques années à Bologne sans enseigner avant de commencer son enseignement. Donc, a vraiment favorisé de toute façon le déménagement de Pilius, est une ville en très forte croissance du point de vue économique et politique. Dans les années précédentes à 1180, il y a beaucoup de traités entre la commune de Modène et les villes, les petits villages autour d'elle, où les paysans du village se soumettent à la ville de Modène. Et il y a d'autres traités de Modène avec des villes importantes, soit en deçà et au-delà des Apennins, avec Lucca, par exemple, avec Pise, avec Bologne, bien sûr, Plaisance. Et dans le cadre de cette activité diplomatique, Modène rentre à faire partie de la Ligue lombarde et donc partage la victoire des communes italiennes contre Frédéric Barbarousse en 1176. C'est un moment de grande croissance. Il faut tenir compte que, grâce aux recherches de Rölker, on sait que les maisons des habitants de Modène étaient toutes bâties sur des terres qui étaient propriété de l'évêché et d'autres établissements ecclésiastiques. Et que les terres à l'alentour de Modène étaient aussi de propriété de grands seigneurs ecclésiastiques. Il y a un document qui a un peu échappé l'attention des historiens du droit de 1182. Ce document se trouve dans le registre des actes publics de Modène. Donc c'est un peu curieux parce qu'il porte sur des questions de droit privé et se trouve parmi des dizaines d'actes publics, surtout des traités de paix ou d'alliance avec d'autres communes. Il s'agit d'un arbitrage qui termine une plainte portée par l'évêque et d'autres seigneurs ecclésiastiques contre la commune à cause d'une loi municipale, elle est appelée exactement comme ça en latin, lex municipalis, qui avait été promulguée par la commune et qui a, selon les seigneurs ecclésiastiques, endommageait les seigneurs. Qu'est-ce que, dans l'arbitrage, on trouve la transcription de ce statut qui a été préservé grâce à cette transcription. Alors, on peut faire une analyse assez pointue de ça parce que c'est très intéressant, ce contenu qui avait été mis en cause par l'évêque. Premier, tous les concessionnaires peuvent aliéner leurs choses. Si la concession avait été faite à titre de fief et donc aurait été transmissible seulement aux héritiers mâles, c'est normal qu'un fief qui porte avec soi le devoir de défense soit transmissible seulement aux mâles. Dans ce cas, aussi les filles peuvent hériter en l'absence des héritiers mâles. Encore, les vassaux peuvent subconcéder le fief, donc peuvent créer d'autres vassaux sur la chose qui avait été concédée, pourvu que le nouveau vassal reconnaisse le droit du propriétaire originaire. Dans ce cas, si le premier vassal meurt, le deuxième vassal reste en propriété de sa terre, et le seigneur ne pourra en aucun cas récupérer sa terre ou sa maison, parce qu'il s'agit aussi de maisons concédées en fief. Pour les concessions typiquement ecclésiastiques, la précaria, c'était une concession qui typiquement
était valable jusqu'à troisième génération, sauf renouvellement. Mais notre statut impose un renouvellement tacite de la précaria. Ça signifie que ça devient permanente. La précaria pouvait être limitée aux héritiers mâles. Nous avons des traités qui nous expliquent assez bien quelle était aussi la pratique de ces contrats. Donc, dans ces traités, c'est très bien expliqué. Par contre, bon, entre parenthèses, l'auteur du traité le plus clair, c'est le fils de l'auteur de Liber Feodorum, donc Anselminus de Orto, qui était le fils de Roberto. Et il nous dit, par exemple, que les traités, les contrats de précaria pouvaient être limités à une transmission masculine ou bien être étendus aux femmes. Eh bien, le statut nous dit que ça ne fait rien. Dans tous les cas, aussi les femmes pourront succéder pour les terres qui auraient été concédées à un précaria. Aussi, pour les livelli, le livellus, c'est un contrat qui normalement avait une limite à 29 ans, sauf renouvellement. Aussi, dans ce cas, le renouvellement devient automatique. Si le concessionnaire ne paye pas la rente, rien ne se passe au niveau de la propriété. C'est-à-dire que cette rente est conçue plutôt comme une obligation, finalement, parce que le seigneur ne peut pas récupérer la chose à cause du manque du paiement, mais c'est le concessionnaire qui devra payer un endommagement, c'est-à-dire payer 2 fois le loyer qu'il n'a pas payé. Les arbitres décident de garder la loi municipale, mais reconnaissent aussi que ce qui s'avère, c'est une forme, aujourd'hui on dirait, d'expropriation, c'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont enlevés aux propriétaires, et donc disposent une récompensation, une indemnisation pour les seigneurs ecclésiastiques. Donc, ce document, qui, curieusement, n'a pas été l'objet d'attention de la part des historiens du droit, nous montre un contexte absolument conforme à ce qui se passe avec l'innovation doctrinale qu'on a vu mettre en place par Pilus. Donc, on comprend beaucoup mieux quelle est justement la contingence qui pousse le savant à créer une institution nouvelle, à transformer ce qui existe dans quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, avec cet exemple, on comprend que ce n'est pas vraiment correct de dire que les juristes sont les notaires de ce qui existe déjà. Les juristes et leur doctrine sont des protagonistes des dynamiques sociales, des dynamiques politiques. Ils prennent parti. Le droit n'est pas neutre par rapport à la création des institutions et la doctrine n'est pas neutre. Alors on peut se poser des questions autour de ce manque d'intérêt pour ce document de la part des historiens du droit. Ce document n'est pas une trouvaille d'archives. C'est déjà Muratori, en 1740, qui en fait la première édition, en expliquant aussi, dans ces très précieuses introductions qu'il fait à ces éditions de documents anciens, que cette loi municipale, il dit, est encore en vigueur à Modène aujourd'hui. Et comme il était de Modène, on peut lui faire confiance. Ce document a été réédité avec le registre dont il est parti en 1940 et est mentionné dans toutes les histoires de Modène, les histoires locales, à partir de Tiraborski, qui est un peu le père de l'historiographie locale modénaise.
Donc c'est un peu curieux que comme depuis 1908, on était plus ou moins sûr que celui qui avait inventé l'expression dominium utile était Pilius, et que Pilius enseignait à Modène, c'est un peu curieux que personne, au fil de plus d'un siècle, n'a pas pensé d'aller chercher qu'est-ce qui se passait dans la ville lorsqu'il a inventé tout ça. Et je crois que la réponse, c'est que dans la tradition de l'historiographie juridique, il y a plutôt un choix pour une histoire interne du droit, tout interne au développement des pensées des juristes, plutôt qu'à leur engagement dans l'histoire et dans la société. Et donc, notre tradition est une tradition de construction de généalogie intellectuelle plutôt que de véritable histoire de l'application des doctrines et des institutions aux réalités concrètes. Mais par contre, c'est le contexte historique qui explique les théories, de la même façon que c'est le contexte historique qui explique les changements législatifs. Et dans ce cas de 1182, on a les deux. On a un grand changement législatif, que Murato nous explique être encore en vigueur au XVIIIe siècle, et on a un virement doctrinal, qui on comprend, naturellement, si on le encadre dans son contexte. D'ailleurs, après toute cette contextualité, il reste que le duplex dominium, une fois qu'il a été inventé, continue son histoire. Il dépasse les frontières grâce au fait que l'idée de Pilius de enseigner les libri feodorum est reprise par Accursius, par Accurs à Bologne, et grâce à l'inclusion des libri feodorum dans l'édition accursienne, cette collection de coutumes locales de Milan devient le droit féodal, pas seulement au nord d'Italie, pas seulement en Italie, mais dans toute Europe. Et grâce aux glosses, aux lectures, aux commentaires de ce texte, l'idée du domaine divisé, du duplex dominium, devient une idée fondamentale du droit privé et public européen. Donc, vous voyez très clairement que cette invention contingente dépasse le temps et l'espace. En 2003, notre collègue Dirk Herbaut publie un article, donc on est déjà au XXIe siècle, publie un article en disant il faudrait réintroduire le duplex dominium. C'est intéressant parce qu'il part de la considération de la différence au niveau des institutions européennes, du droit des obligations, qui est beaucoup plus partagé, qui a aussi des travaux fondamentaux comme le grand livre de Zimmermann, du point de vue de la tradition doctrinale européenne, et les droits réels qui n'ont pas cette condition de partage européen. Et il dit c'est parce qu'on a abandonné ce qu'il y avait de vraiment partagé en Europe, et justement l'idée qu'on peut établir deux types de domaines, deux types de propriétés sur la même chose, ou plusieurs types de propriétés sur la même chose. Donc, pour conclure, ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que le droit a bien sûr une dimension historique qui est double. Il ne faut négliger ni l'une ni l'autre. Il ne faut pas négliger la dimension contingente, comme l'historiographie juridique a souvent fait, mais il ne faut même pas négliger la dimension de longue durée. Parce que peut-être que le droit, avec son efficacité sur la vie des personnes, sur la vie des hommes, c'est le savoir, dans la longue durée,
est la plus importante par rapport aux autres savoirs. Donc, d'un côté, le droit se modèle dans les contingences historiques. Dans l'autre côté, sa dimension doctrinale nous permet de former ce que Allen Weifels a appelé au début de cette journée comme un patrimoine européen partagé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emanuele Conte, pour cette excellente introduction à notre journée. Alors, typiquement, et c'est un peu votre image de marque, avec toute l'érudition, toute la culture, toutes les nuances qui vous caractérisent, vous avez en fait aussi fait, mais en termes très posés, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'apologie de l'hérésie juridique, puisqu'on voit un terme de droit romain qui va en fait être complètement dénaturé ou tout à fait transposé pour une réalité. On voit aussi que c'est une illustration d'une sorte de interest in jurisprudence, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit un conflit d'intérêts entre les propriétaires à Modène et d'autre part les établissements ecclésiastiques, et on trouve par là une espèce de solution qui va, un texte de Modène, qui va principalement en fait protéger sans anéantir complètement les intérêts de ces établissements ecclésiastiques.